Merci beaucoup, Maëlie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. Oui, mon nom, c'est François Fournier. Je suis chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités et je coordonne aussi le bulletin de l'égalité des chances en éducation. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre premier webinaire de la rentrée. On va passer une heure ensemble où on aura l'occasion d'entendre parler d'inégalités d'accès et de diplomation au cégep et à l'université. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de clavardage. Si on n'a pas le temps d'y répondre durant le webinaire, ce qui est possible, laissez vos coordonnées dans le chat et on prendra le temps d'y répondre personnellement après coup. Euh, pour vous donner très brièvement un peu de contexte, l'Observatoire publie annuellement son bulletin d'égalité des chances. En fait, notre deuxième numéro est paru à la mi-août. Le bulletin est structuré en 4 sections: les indicateurs, une analyse thématique, un sondage et des perspectives de solutions. Pour être plus précis, la section indicateurs rassemble des indices, des marqueurs statistiques pour nous éclairer sur les inégalités et les disparités scolaires existantes. Cette section-là rassemble donc des indicateurs disponibles pour tous les niveaux d'enseignement, du primaire à l'universitaire, mais on fait aussi des incursions au préscolaire et même en direction de la petite enfance cette année. Puis cette année, on ne s'est pas satisfait des seuls indicateurs disponibles. On a nous-mêmes créé des indicateurs sur mesure pour le postsecondaire et justement, nos spécialistes vont nous en parler tout à l'heure. Ensuite, la deuxième section, c'est l'analyse thématique. Donc, chaque année, on choisit un thème qui est développé sur une quinzaine de pages. L'an dernier, l'analyse portait sur l'école à 3 vitesses, donc au primaire et au secondaire. Cette année, l'analyse porte sur les cégeps et leur place dans la démocratisation de l'accès à l'éducation. Ensuite, il y a la section sondage qui comporte une enquête d'opinion sur un sujet d'actualité qui peut être lié directement à l'analyse thématique, ce qui était le cas d'ailleurs l'an dernier avec l'école à 3 vitesses et cette année aussi avec les cégeps. Enfin, la quatrième et dernière section, c'est la section perspective, où les chercheurs soumettent à la discussion des pistes pour favoriser la réduction des inégalités scolaires. Donc, à ce jour, l'équipe du bulletin compte 4 chercheurs, à savoir Pierre Doré, Claude Lessard, Maude Roy-Vallière et Xavier Saint-Denis. Je mentionne aussi les contributions importantes au bulletin cette année de nos stagiaires Véronique Grenier et Natacha Prats. Il y a notre équipe de communication qui assure avec bienveillance la production du bulletin aussi. Donc, ce midi, ça va se passer comme ceci. Pierre Doré et Xavier Saint-Denis vont présenter les analyses et résultats en lien avec le cégep et plus largement en lien avec le postsecondaire, tandis que Julie Gagné et Nathalie Chabot vont tout d'abord commenter ces analyses et ces résultats et ensuite chacune poser des questions à Pierre et Xavier. Et je vais présenter toutes ces personnes au fur et à mesure. Et je vais commencer avec Pierre Doré, qui va prendre la parole en premier. Pierre est professeur au département de sociologie à l'UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur l'enseignement, l'accès à l'enseignement postsecondaire, l'éducation des adultes et la sociologie de l'éducation. Et présentement, il est président du conseil d'administration de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, ICEA. Donc, Pierre, je te passe la parole. Juste pour faire un petit commentaire, Pierre, si tu as commencé à parler, ton micro est fermé, Oui, je sais, s'il te plaît. mon micro était fermé, ça fait, je sais pas combien de milliards de fois que probablement l'ordre nous a été donné de l'ouvrir. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent en si grand nombre. Euh, L'idée générale du bulletin, donc, c'est de s'assurer que l'enjeu de l'égalité et l'enjeu de la lutte aux inégalités soient toujours présents euh, comme enjeu majeur du développement du système éducatif. Et c'est pour ça que on cherche à travailler et à développer
et à diffuser des indicateurs sur la question de l'égalité et des inégalités entre tous les ordres d'enseignement, y compris, comme disait François, au niveau de la prime enfance et tout le système de CPE et de garderie. Donc, l'idée générale, c'est vraiment cela. Par ailleurs, cette année, on s'est en particulier intéressé à la structure la plus originale du système scolaire et du système d'éducation au sens plus large du terme, qui était le cégep. On sait que pendant longtemps, le cégep était une institution un peu partout dans le monde, au moins développée. C'était une institution originale qui permettait de juxtaposer et d'intégrer la formation vers l'université et la formation vers le marché du travail avec la formation technique. L'idée ou l'objectif qu'on avait aussi, c'était d'avoir un regard, je dirais, original et pondéré par rapport aux travaux sur l'accès au cégep et donc de faire une présentation du cégep qui essayait de discuter ce qu'on pourrait appeler les deux visages du cégep qui existaient dans l'enseignement dans la recherche sur les cégeps et sur l'enseignement postsecondaire, à savoir des études qui montraient comment le cégep avait contribué à réchauffer les aspirations scolaires des familles et des individus avec une croissance importante de présence des jeunes et des adultes provenant de différents horizons, dont évidemment l'enseignement secondaire, et en même temps de tenir compte d'études qui soulignaient et qui soulignent le maintien d'un certain nombre d'inégalités scolaires. Donc, pour l'ensemble, l'idée, c'est d'avoir, et c'est pour ça que le titre, c'était les deux visages des cégeps, c'était de jouer sur les deux aspects. Commençons tout de suite par un certain nombre d'éléments. On peut peut-être changer, voilà. On a fait faire par la firme de sondage Léger un sondage sur la fréquentation des cégeps par la population québécoise au cours de l'hiver dernier. Et on voit très bien que la fréquentation des cégeps en fonction de l'âge des Québécois et des Québécoises a beaucoup augmenté entre les cohortes ou les générations les plus âgées par rapport aux générations les plus jeunes. Et quand on dit que les personnes entre 18 et 34 ans, 79% des personnes de cet âge-là ont passé d'une manière ou d'une autre dans un cégep, on s'aperçoit bien comment le cégep est une structure ancrée dans la vie et dans le système scolaire québécois. Donc ça, c'est un élément important. Passer au cégep ou s'essayer au cégep, c'est en quelque sorte devenu, quand on a des chiffres de ce type, devenu une norme. Et donc, à ce niveau-là, c'est un élément fondamental à tenir compte. Si on continue avec un regard plus historique, on peut changer peut-être la diapo, ça va aller mieux. On s'aperçoit que quand on a un regard depuis le début des cégeps, on voit bien que depuis, il y a eu une progression très rapide du taux d'accès à l'enseignement collégial au niveau des cégeps, que ce soit en formation technique ou en formation préuniversitaire. Il reste que, contrairement aux prévisions qui avaient été faites dans les années 60, où on pensait qu'on aurait plus d'étudiants et d'étudiantes en formation technique par rapport aux préuniversitaires, on s'est aperçu que ça a été tout à fait le contraire. Et
et on pourrait y revenir, mais en quelque part, on voit bien que la création même des cégeps a contribué à réchauffer, je dirais, des aspirations scolaires au cours des années et que ces aspirations-là ont continué à être présentes et à être présentes à travers le taux d'accès. Ça, c'est un premier élément. C'est les deux premiers éléments. La flèche verte ou la ligne verte, c'est un programme accueil et transition qui s'appelle Défi DEC aujourd'hui, qui a été créé dans les années 95-96. Donc, dans les faits, c'est un tout nouveau programme qui visait justement à permettre un accès un peu plus large au collège en permettant aux étudiants et les étudiantes de mieux s'orienter et d'accéder en fait aux prérequis avant d'entrer dans un programme. Donc, je dirais que c'est les éléments importants de ce tableau qui montrent comment effectivement on a, après une croissance, on est quand même dans une situation où autour de 60% des diplômés de l'enseignement secondaire se retrouvent au cégep avec une légère croissance au cours des dernières années. Ce tableau-là ne tenait pas compte de la formation continue, puisque c'était des données sur la formation ordinaire. La difficulté au niveau des cégeps, c'est d'avoir des données justement sur les étudiants et les étudiantes plus âgés qui sont en retour aux études d'une manière ou d'une autre. Et la manière la plus simple pour le moment c'est de comparer en fait l'évolution de l'enseignement ordinaire et de la formation continue. Et donc, on voit ici que si au niveau des effectifs de la formation continue, on a senti une petite baisse au cours des années, mais qui, avec la pandémie, a connu une nouvelle croissance, éphémère, mais quand même une croissance. On s'aperçoit que quand on regarde l'évolution non pas en termes absolus, mais en termes relatifs, on s'aperçoit que au cours des années, la présence adulte a beaucoup diminué comme telle. Une partie de cette diminution-là peut s'expliquer d'une part par le fait que les adultes en formation ordinaire ne sont pas présents et les données statistiques existent, mais ne sont pas nécessairement rendues publiques de façon continue. Donc, on pourra revenir aussi sur cet enjeu-là. Et d'autre part, les adultes les programmes de DEC ont, au cours des années, diminué pour l'éducation des adultes et pour faire place au programme des attestations d'études collégiales. Et là, effectivement, il y a aussi des enjeux d'accessibilité à ce niveau-là sur lesquels on pourra revenir. Si on change le tableau, l'autre élément qui est important ou une évolution importante à ce niveau-là, au niveau de l'accessibilité, c'est le fait que les études techniques au cours des années, sont devenues de plus en plus une formation qui permettait d'aller à l'université. Et les statistiques qu'on montre dans ce tableau-là, qui s'adressent uniquement aux jeunes de 24 ans et moins qui ont poursuivi des études à l'université sans interruption, montrent cette croissance. Mais si on tenait compte des étudiants plus vieux et des étudiantes plus âgées qui retournent aux études après une interruption, on s'apercevrait que la proportion est encore plus grande. Donc, on voit qu'au cours des années,
la formation technique et permet une double transition, soit vers le marché du travail, soit vers l'université. Et c'est une mesure importante, me semble-t-il, pour souligner justement le fait que le cégep permet d'ouvrir l'université vers l'université. Ça, je dirais que c'est les éléments qui tournent autour du premier aspect. L'université a favorisé, pas l'université, je m'excuse, le cégep a favorisé un réchauffement des aspirations scolaires, autant au niveau des individus, des étudiants et des étudiantes provenant du secondaire, mais des individus qui sont plus âgés, mais qui ont permis une ouverture vers des études différentes. Le deuxième visage, c'est de souligner qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à une plus grande égalité des chances. Et là, je vais laisser la parole à Xavier pour nous présenter le travail qu'on a fait à ce niveau-là, pour souligner la question du lien qui existe toujours entre l'origine sociale des étudiants et des étudiantes, tant au niveau de revenus des familles qu'au niveau du capital scolaire des parents, l'effet que ça peut avoir sur l'accès au cégep et par la suite à l'université. Je vais donc laisser la parole à Xavier pour nous expliquer comment est-ce qu'on a produit cet indicateur qui n'est pas un indicateur qui est systématiquement et annuellement recensé dans les statistiques formelles et les statistiques officielles du système éducatif. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Avant de passer la parole à Xavier, je voudrais juste dire que Xavier est professeur adjoint au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Il est directeur aussi du groupe d'études en statistique sociale. Donc, ses recherches portent sur les inégalités sociales et leur transmission à travers les générations. Et aussi, il travaille sur l'éducation, les trajectoires professionnelles et les statistiques sociales. Donc, à toi, Xavier. Merci beaucoup, François, pour l'introduction. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé avec moi sur le bulletin de l'égalité des chances. Ça a été vraiment un projet extrêmement motivant sur lequel j'ai eu la chance de travailler dans la dernière année. Pour cette deuxième partie de la présentation, ce sur quoi on voulait insister, c'est vraiment nos efforts de développement de nouveaux indicateurs d'accès aux études postsecondaires, en particulier au collégial, en fonction de l'origine sociale, comme Pierre l'a dit. Et comme Pierre l'a dit, Pierre a déjà fait une allusion à ça, c'est le genre d'informations qu'on retrouve parfois dans des enquêtes menées par Statistique Canada, qui sont menées ponctuellement. Plusieurs de ces enquêtes-là ont été discontinuées il y a une dizaine d'années. Et donc, on arrive vraiment on se retrouvait vraiment dans une situation de pauvreté au niveau des données disponibles sur l'égalité d'accès à l'éducation en fonction de l'origine sociale, en fonction du contexte familial, du contexte dans lequel on grandit des jeunes qui voudraient ou non accéder aux études postsecondaires. Donc, on a vraiment travaillé avec différentes sources de données de systèmes, donc des données administratives qui proviennent du système d'éducation, qui proviennent de d'autres agences gouvernementales, qu'on a combinées ensemble pour créer des indicateurs qui nous donnaient de l'information sur certaines caractéristiques des familles au sein desquelles différentes cohortes de jeunes ont grandi, et ensuite sur leur trajectoire d'accès et de diplomation au collégial et à l'université. Donc aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le collégial, même si je vais mentionner certains éléments qui sont relatifs à l'accès au programme de baccalauréat.
Donc, ici, dans ce premier graphique, ce qu'on voit, on a suivi toute une série de jeunes, de cohortes de naissance. Donc, ici, on a les données les plus anciennes qu'on avait. C'est des données sur la cohorte de naissance de 1992, c'est-à-dire une cohorte de naissance dont les jeunes ont commencé à entrer au collégial autour de l'année 2009. Et donc, et ensuite, une cohorte de naissance la plus récente pour laquelle on avait des données, donc des jeunes nés en 2000 qui ont commencé à accéder au collégial autour de 2017. Ce qu'on a voulu savoir d'abord, c'était quoi la proportion de ces cohortes de jeunes-là qui accédaient au collégial avant 21 ans. Donc, plusieurs personnes obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou une équivalence après 17 ans, donc vont peut-être prendre plus de temps avant d'accéder au cégep, ne vont pas accéder au cégep directement à 17 ans ou 18 ans. Donc, on voulait se laisser le temps de capturer certains accès, donc d'observer l'accès au collégial un peu plus tard chez les jeunes adultes. Et on a produit ces résultats-là séparément par ce qu'on appelle le quintile de revenu parental, c'est-à-dire qu'on a divisé chaque cohorte de naissance en 5 groupes en fonction du revenu de leurs parents. Donc, le premier des 5 groupes, le quintile numéro 1, c'est les 20% des jeunes dont le revenu des parents était le plus faible. Et en contrepartie, le quintile numéro 5, donc c'est le 20% des jeunes dont le revenu des parents était le plus élevé. Donc, le faible revenu, quintile 1, revenu élevé, quintile 5, comme vous voyez dans le graphique. Ce qu'on est en mesure de mesurer, c'est quoi la proportion des jeunes appartenant à chacun de ces de ces 5 groupes-là, mais ici, on présente vraiment ceux dont le revenu est le plus faible et le plus élevé. Donc, c'est quoi la proportion de ces jeunes-là qui ont accédé à un programme collégial avant 21 ans, ou plus précisément à 21 ans ou avant. Donc, ce qu'on voit, c'est que parmi les jeunes qui ont grandi dans des familles dont le revenu est dans le quintile 1, donc le revenu le plus faible, il y en a 47% qui ont accédé au cégep, alors que c'était le cas de 85% des jeunes qui ont grandi dans des familles avec le revenu le plus élevé. C'est ce que vous voyez dans la partie gauche du graphique. On voit aussi que donc on voit des différences majeures au niveau de l'accès à des programmes collégiaux en fonction du revenu parental. On a creusé un peu plus, on a séparé les résultats en fonction du type de programme auquel ont accédé les jeunes qui proviennent de familles à revenus plus ou moins élevés. Donc, chez les jeunes qui viennent de familles à revenus plus faibles, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a environ la moitié de ces jeunes-là qui ont accédé à des programmes de DEC préuniversitaires, et donc 24%, et une autre moitié des jeunes qui ont accédé au collégial, qui ont accédé à d'autres types de programmes, donc soit des DEC techniques, 11% d'entre eux, ou d'autres types de programmes. Donc, les programmes accueil et transition ou défi DEC, là, ce qu'on a appelé les programmes tremplins ici, et des programmes d'AEC et d'autres types de programmes. Donc, 12% des jeunes qui proviennent de ces familles-là ont accédé à ce type de programme-là. Et donc, on voit qu'en contrepartie, pour les jeunes qui viennent de familles à revenus plus élevés, c'était 59% d'entre eux, donc une très grande majorité d'entre eux qui ont accédé à des programmes de DEC préuniversitaires, alors que pour les proportions des taux d'accès à des programmes de DEC technique, de programmes tremplin, etc., c'est assez similaire à ce qu'on retrouve chez les jeunes qui viennent de familles à revenus plus faibles. Et donc, les écarts de taux d'accès au collégial entre les jeunes qui viennent de familles à plus faible revenu par rapport aux familles à plus haut revenu s'expliquent vraiment par des différences de taux d'accès à des programmes de DEC préuniversitaires. Ce qu'on a voulu faire ici avec notre initiative de création d'indicateurs, c'était justement de produire des données qui peuvent être mises à jour annuellement. Donc ici, on avait notre cohorte de 92, qui est la première cohorte qu'on a observée, cohorte de 2000, qui est la plus récente. On va pouvoir continuer à mettre les données à jour, mais pour l'instant, ce qu'on a voulu faire, c'est d'évaluer quel niveau de progrès est-ce qu'on pouvait voir entre la cohorte de 92 et la cohorte de 2000. Et ce qu'on a remarqué ici, c'est qu'en termes d'accès au collégial, ici, on ne parle pas de diplomation, on parle du premier programme au sein duquel on a observé un jeune. On a monté, pour les jeunes qui viennent de familles à plus faible revenu et qui sont nés en 2000, mais il y en a 54% qui ont accédé au collégial. Donc, ce qu'on voit, c'est une augmentation du taux d'accès d'environ 7 points de pourcentage. Donc, c'est quand même une bonne augmentation qui est vraiment concentrée dans les programmes de DEC préuniversitaires. Donc, on voit un certain progrès, mais ça ne constitue pas néanmoins un rattrapage par rapport aux jeunes qui sont nés dans des familles à revenus plus élevés, parce qu'on voit qu'il y a aussi une légère augmentation, 5 points de pourcentage de 85% à 90% de la participation d'accès aux études collégiales qui s'explique un peu par une redistribution de la participation au programme de DEC versus tremplin, mais aussi une augmentation de la participation au programme de DEC préuniversitaire. Donc, est-ce qu'on voit une tendance égalisatrice?
on ne peut pas dire non, donc on dit oui dans une certaine mesure. On voit qu'il y a une progression du taux d'accès chez les jeunes qui viennent de familles moins privilégiées, mais on est loin d'observer un rattrapage. Donc, il reste des inégalités assez marquées en termes d'accès dans les programmes collégiaux, en particulier des programmes préuniversitaires au Québec aujourd'hui. On peut passer maintenant à la deuxième diapositive où on produit un peu des résultats assez similaires, mais ici, on s'intéresse plus à l'accès, on s'intéresse à la diplomation. Et donc, ici, on s'est concentré à la diplomation, à des programmes de DEC avant 23 ans. Chez, encore une fois, des jeunes qui proviennent de quintiles de revenus plus faibles, donc les revenus les plus faibles, quintile numéro 1, et revenus les plus élevés, quintile numéro 5. Donc, si, comme on veut observer des jeunes un peu plus tard dans leur parcours, la cohorte la plus récente qu'on a, c'est la cohorte de personnes qui sont nées en 1997. Mais on peut néanmoins comparer ces cohortes-là dans le temps aussi pour voir s'il y a une évolution à travers les cohortes qu'on peut observer. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que chez les jeunes provenant de familles à plus faible revenu, on a un taux de diplomation au DEC à 23 ans ou avant qui est de 24 %. Donc, si on compare ça avec le taux d'accès qui était de 54 là, on a un 47 je veux dire, pour cette cohorte-là de 92, on a un écart assez grand dans les taux de diplomation par rapport au taux d'accès. Évidemment, il y a plusieurs jeunes qui vont prendre plus de temps à diplômer, donc ils ne vont pas nécessairement obtenir leur DEC à 23 ans, mais qui vont l'obtenir un peu plus tard, 24, 25, 26, 27 ans. Pour ce qui est des jeunes qui viennent de familles à revenus plus élevés, on voit que le taux de diplomation dans la cohorte de 92 est de 58 donc, encore une fois, un très grand écart. Un écart marqué au niveau de la diplomation, qui est encore plus grand encore plus important que l'écart qu'on pourrait observer au niveau de l'accès. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'encore une fois, les écarts au niveau de la diplomation s'expliquent vraiment par des différences au niveau de la diplomation au DEC préuniversitaire. Donc, c'est vraiment dans le préuniversitaire que ça se joue encore une fois. Et donc, ce qu'on conclut un petit peu de ça, c'est qu'il semble... ce qu'on peut conclure de ça, c'est que l'expérience des jeunes qui viennent de familles moins favorisées au sein du système collégial peut être marquée par certains types d'obstacles que des jeunes qui viennent de familles à plus haut revenu ne vont pas nécessairement rencontrer. Et donc, quand on réfléchit aux inégalités, à l'égalité des chances en éducation, il faut penser à l'accès, oui, mais il faut aussi penser à ce qui se passe à travers les parcours collégiaux, donc les parcours qui mènent à la diplomation. Et donc, ces obstacles-là aussi sont extrêmement importants quand on réfléchit à la mise en œuvre de programmes d'intervention, etc., qui favorisent l'égalité des chances en éducation. Ensuite, pour conclure sur cette diapo-là, on a regardé la cohorte la plus récente, 97, pour voir s'il y avait eu une évolution. Et ici, contrairement à l'accès, au niveau de la diplomation, on ne voit pas d'évolution au niveau du taux de diplomation au DEC pour les jeunes à plus faible revenu. Donc, pour ce qui est de la tendance égalisatrice au niveau de l'accès, elle ne se reflète pas au niveau de la diplomation. Donc, encore ici, il me semble qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour creuser l'écart, qui semble au contraire, pour réduire l'écart, qui semble au contraire s'être creusé au niveau de la diplomation à travers le temps en fonction du revenu parental. Et finalement, on peut passer à la dernière diapositive. Donc, je vais en parler un peu moins en détail, mais on a aussi produit des résultats sur l'accès au collégial en fonction de l'éducation des parents, qui est aussi une variable importante parce que, oui, les ressources financières sont extrêmement importantes quand on parle des différences d'accès. Donc, une session collégiale, une année au collégial va coûter environ 1 000 $ en termes de différents frais. Puis, il y a tous les frais de subsistance pour les jeunes qui vont pas nécessairement habiter chez leurs parents, donc déménager, vivre en appartement, etc. Mais d'autres types de ressources familiales qui vont être importantes, ça va être, par exemple, des parents qui sont déjà passés par un programme collégial ou même par un programme universitaire, puis qui transmettent leurs aspirations, des trucs qui vont aider leurs enfants qui font face à des difficultés dans certains cours. Donc, des parents avec un niveau d'éducation collégiale, universitaire, vont aussi être en mesure de fournir différents types de supports, puis de soutien, transmettre différents types d'aspirations à leurs enfants. Puis ça a une influence au niveau de l'accès au collégial. Et c'est effectivement ce qu'on voit où les taux d'accès
à différents types de programmes collégiaux, mais en particulier les DEC préuniversitaires donc on voit des différences très importantes émerger en fonction de l'éducation des parents. Donc on voit par exemple qu'il y a des parents qui ont un baccalauréat ou un diplôme de cycle supérieur. On voit que les enfants qui viennent de ces familles-là vont avoir des taux d'accès donc autour de 70% programme préuniversitaire, alors que donc si on regarde la partie numéro 2 du graphique, alors que des enfants qui viennent de familles où aucun des deux parents a un diplôme d'études secondaires, un DES, il y en a légèrement plus que 20% qui vont accéder à un programme de DEC préuniversitaire. On voit, encore une fois, ces différences-là sont beaucoup moins marquées pour ce qui est de l'accès aux programmes techniques et aux programmes tremplin AEC et autres. Donc, inégalité légèrement moins marquée. On va conclure avec la diapo suivante et quelques faits saillants supplémentaires, très brièvement, là, sans support graphique. Mais si vous voulez plus de détails sur ces résultats-là, vous pouvez consulter le rapport. Donc, d'abord, on a mis en lumière des différences de genre dans les taux d'accès et diplomation au collégial, préuniversitaire et au baccalauréat, donc en faveur des femmes. Cet écart-là de genre, on ne l'a pas retrouvé pour ce qui est des DEC techniques et différents autres types de programmes. On a aussi produit des résultats sur les inégalités d'accès et de diplomation à l'université. Puis ici, je vais mettre de l'avant les inégalités au niveau de l'accès et de la diplomation au programme de baccalauréat. On voit un peu le même genre de dynamique qui se reproduit pour ce qui est de ces programmes-là que pour ce qui est des programmes de DEC préuniversitaires, donc de grands écarts en fonction du revenu des parents. Et finalement, la tendance qu'on avait observée légèrement égalisatrice d'accès au programme de DEC préuniversitaire, on ne la retrouve pas pour ce qui est de l'accès au programme de baccalauréat universitaire. Et donc, encore une fois, il semble avoir beaucoup de travail à faire à ce niveau-là ici pour clore les écarts qu'on a observés dans le rapport. Donc, je voulais conclure cette intervention-là avec quelques perspectives d'avenir. Ici, on a commencé à produire des indicateurs originaux qu'on ne retrouvait pas dans différentes sources de statistiques officielles. Mais on va avoir à l'avenir besoin de davantage de données pour documenter, puis ça revient un peu au point que j'avais sur les parcours collégiaux des étudiants, donc documenter qu'est-ce qui se passe dans les parcours des étudiants collégiales, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on observe des transitions entre les différents ordres d'enseignement, donc entre la fin du secondaire, le début du collégial ou entre la fin du collégial, le début de l'université pour ceux et celles qui veulent le faire. On a vraiment besoin de données à ce niveau-là. Ce qu'on aimerait faire donc, pour bonifier ce qu'on a pu produire dans cette première version-là du bulletin, c'est à l'avenir d'aller faire des analyses en fonction, pour comparer les jeunes qui sont issus de l'immigration par rapport à ceux qui ne le sont pas, mais aussi en fonction de l'origine rurale ou urbaine des jeunes, parce que ça vient avec une série de défis particuliers de devoir quitter sa communauté pour étudier, en particulier lorsqu'il n'y a pas, par exemple, de campus de cégep dans sa communauté. On a différentes pistes d'action dont on pourrait discuter, donc tout ce qui est des discussions autour de la réforme de l'aide financière aux études, les enjeux liés au coût de la vie, les programmes qui peuvent aider les étudiants ou étudiantes du secondaire à planifier leur projet d'études au post-secondaire, identifier assez tôt les ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. Ça a été plusieurs études qui ont démontré que ça joue un rôle assez important dans la capacité d'aller mobiliser des ressources qui favorisent le succès au post-secondaire et continuer à explorer les programmes de reconnaissance d'acquis pour des étudiants qui ont un parcours atypique et donc éviter que les parcours soient trop longs, ce qui mène souvent qui peut mener à une absence de diplomation, se retirer des programmes et explorer toutes sortes d'interventions ou de structures de programmes qui favorisent la flexibilité dans les parcours à faire, en particulier pour les étudiants et étudiantes qui reviennent étudiants en tant qu'adultes, qui doivent concilier travail, famille, études. Et donc, ça, c'est des pistes d'action qu'on espère on espère provoquer une réflexion sur ce type de pistes d'action-là avec les résultats qu'on a montrés, qu'on a mis de l'avant dans notre rapport. Donc, encore une fois, merci beaucoup et j'ai bien hâte de participer à la discussion qui va suivre. Merci beaucoup, Xavier et Pierre, pour vos présentations. Mais là, on va passer justement à la période d'analyse de vos résultats avec nos deux commentatrices qui sont aussi membres du comité aviseur du bulletin. On va commencer avec Julie Gagné. Julie, elle est directrice de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. C'est un lieu de convergence, cet observatoire-là, pour les intervenants des milieux collégiaux et universitaires. Et c'est un lieu où sont partagés
les savoirs relatifs à l'accessibilité, la persévérance et la réussite. Donc, à toi, Julie, pour tes commentaires. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous comme directrice de l'Observatoire. Comme le disait François, là, à l'Observatoire, nous, on se penche sur des résultats de recherche, mais aussi les initiatives à succès qui pointent vers les meilleures stratégies à adopter pour contribuer à la réussite étudiante postsecondaire. Donc, j'ai décidé d'utiliser le temps qui m'est imparti, qui est quand même très court, pour souligner 3 constats principaux là, que je retiens du bulletin, puis pour lesquels on avait déjà publié soit des données complémentaires ou peut-être certaines pistes de réflexion ou de solutions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même ça dire d'entrée de jeu que je pense que c'est important de réitérer un des constats généraux du bulletin, à savoir que le Cégep a indéniablement contribué à démocratiser l'éducation. La poursuite des études postsecondaires, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Pierre et Xavier vous le disaient tout à l'heure, là, pour une grande majorité de la population, 7 élèves du secondaire sur 10 qui entrent au Cégep, un pourcentage de la population qui détient un diplôme qui est passé de 25 à 50 c'est quand même un très grand accomplissement qui mérite d'être souligné. Puis il faut dire qu'on devait essuyer un retard considérable au départ. On partait quand même de vraiment loin. Donc, les cégeps sont indéniablement un outil de développement social et humain dans tous les sens du terme. Je pense qu'il faut continuer de le marteler. Cela dit, le bulletin est là pour nous rappeler que certains groupes demeurent en marge ou n'ont pas bénéficié équitablement de ces avancées-là. Donc, premier constat que je fais, puis qui a été présenté quand même déjà entre autres par Xavier, le revenu familial et la scolarité des parents demeurent des déterminants en 2024, à la fois de la fréquentation des cégeps, mais aussi du niveau de diplomation collégiale. Donc, c'est donc dire que la gratuité des études collégiales et aussi la plus grande proximité géographique des établissements d'enseignement qu'on a réussi à développer sur le territoire ne sont pas suffisantes pour garantir l'accès et la réussite de tous. Donc, je me permets de parler premièrement donc d'accessibilité financière aux études, puis de cette accessibilité financière-là, mais au sens large. C'est-à-dire que l'absence de frais de scolarité semble plus suffisante pour garantir une accessibilité financière aux études. On le voit, entre autres, par les résultats du sondage léger qui ont été présentés dans le bulletin, où on apprend que 72 des personnes interrogées affirment que les conditions de vie actuelles sont perçues comme un obstacle à l'accès au cégep. C'est quand même un chiffre assez important, 72 Donc, ainsi, la précarité financière en 2024, c'est un réel obstacle aux études, autant dans l'accès, c'est-à-dire au moment du calcul peut-être coût-bénéfice ou de la décision d'aller ou non au cégep, que dans la progression des études. On a publié un dossier thématique l'automne dernier justement sur l'accessibilité financière aux études, puis où on montrait que la précarité financière a un impact vraiment réel sur la durée des études, sur la santé mentale des étudiants, sur leur capacité cognitive aussi, etc. Juste pour vous donner quelques chiffres, au Québec, c'est 64 des étudiants et des étudiantes qui sont locataires qui consacrent plus de 30 de leur revenu mensuel aux dépenses liées à l'habitation. 30 du revenu mensuel, en général, on considère ça comme étant le seuil de logement abordable. C'est donc dire que plus de la moitié des étudiants et des étudiantes locataires n'ont pas accès à un logement abordable dans le cadre de leurs études. Certaines autres études qui ne sont pas du Québec, mais qui montrent entre autres que autour de 40 de la population étudiante n'a pas les moyens financiers de manger des repas équilibrés, qu'un étudiant sur 3 affirme ne pas manger à sa faim lors des repas non plus. C'est quand même assez alarmant lorsqu'on sait que les personnes étudiantes qui souffrent d'insécurité alimentaire auraient presque 2 fois moins de chances d'obtenir un diplôme postsecondaire. C'est donc dire que les questions de logement abordable et de sécurité alimentaire sont des facteurs sur lesquels on doit s'attarder si on veut vraiment le faire avec sérieux puis donner une égalité des chances de réussite en éducation postsecondaire. Donc, l'idée des frais de scolarité n'est pas suffisante, mais il faut prendre la question de façon beaucoup plus large. Donc, c'est le premier constat que je voulais présenter. Le deuxième constat du bulletin sur lequel je voudrais m'attarder, Xavier en a parlé aussi, mais c'est l'idée que les inégalités de diplomation sont encore plus marquées que les inégalités d'accès entre les étudiants qui proviennent des familles mieux nanties et ceux qui proviennent des familles plus défavorisées. Donc ça, c'est donc dire que si on est tout de même arrivé au cours des dernières décennies à engendrer une certaine tendance égalisatrice dont parlait Xavier là, entre les classes sociales au niveau de l'accès au collégial, les obstacles demeurent et persistent dans nos milieux d'enseignement puis dans la société, puis ont un impact différencié sur les trajectoires scolaires.
Et puis donc, pour une proportion disproportionnelle des familles, des étudiants provenant des familles moins bien nanties. Donc, ça veut dire qu'on arrive à les attirer quand même. On a eu un certain succès à les attirer de façon améliorer l'attirance aux études postsecondaires, mais on les perd en cours de route avant la complétion de leurs études. Puis ce constat du bulletin nous montre que pour arriver donc à une réelle égalité des chances en éducation postsecondaire, on a du travail à faire pour mieux comprendre, je pense, les motivations, les aspirations, les attentes, les besoins des étudiants et des étudiantes d'aujourd'hui. Il faut se questionner sur les mesures les plus efficaces de soutien pour ces étudiants et ces étudiantes qui sont peut-être plus vulnérables à l'échec, à l'abandon, au découragement avant la fin de leurs études. On n'a pas le temps là, cet après-midi d'entrer trop dans les détails, mais nous, on travaille beaucoup là-dessus, mais je veux juste mentionner deux aspects. D'abord, je pense que c'est important dans cette réflexion-là de prendre en compte la diversification de la population étudiante d'aujourd'hui, puis la nécessité donc d'adapter nos actions en conséquence. Donc ça, c'est un premier grand pan de réflexion. Puis ensuite, l'importance, Xavier aussi en a parlé à la fin, l'importance de se concentrer probablement sur les moments de transition entre les ordres et les cycles d'études. Plusieurs études pointent dans cette direction-là sur le fait qu'il s'agit vraiment de moments charnières qui sont souvent garants du succès d'une trajectoire académique. Donc, on a besoin d'avoir plus d'informations, plus de recherches sur ces questions-là pour mieux accompagner les étudiants, puis par un accompagnement qui est adapté à leurs besoins particuliers. Troisième et dernier constat sur lequel je veux parler, le genre. Donc, j'aimerais aborder un peu la question des inégalités de genre en enseignement supérieur qui sont présentées dans le bulletin. Je pense sincèrement que c'est une question très complexe où les nuances sont importantes et où, selon mon expérience, on peut faire dire plusieurs choses, parfois même un peu tout et son contraire aux chiffres, dépendamment de la posture de départ que l'on prend. Donc, je voulais quand même soulever un ou deux points de réflexion de ce point de vue-là. Vous l'avez vu, ça a été présenté, donc le bulletin rapporte des différences importantes dans les taux d'accès et de diplomation collégiale en fonction du genre. Au cégep, par exemple, les femmes ont connu la plus forte progression. Elles sont aujourd'hui majoritaires tant dans la formation technique qu'en formation préuniversitaire. Évidemment, c'est un grand accomplissement ici d'avoir réussi une remontée du niveau de scolarité des femmes au cours des dernières décennies. Il faut dire mais il faut quand même mettre ces chiffres-là en relation avec une autre donnée qui est présente, qui est nommée dans le bulletin, c'est-à-dire la persistance des différences dans les programmes d'études entre les garçons et les filles, au moins depuis 25 ans, malgré les efforts qu'on a consentis, puis qui tient largement à la division sexuelle du travail, tant dans le travail domestique que dans le travail salarié. À titre d'exemple, la sous-représentation des femmes en sciences et technologies, c'est encore un enjeu majeur, puis je pense que c'est important de ne pas l'occulter en se concentrant uniquement sur les statistiques générales. Il y a encore donc beaucoup de travail à faire pour que nos milieux postsecondaires ne contribuent pas à la reproduction de la division sexuelle du travail. Puis finalement, pour expliquer, je dirais l'appeler comme ça, un peu le recul relatif des étudiants ou de leur performance, j'aimerais terminer peut-être par une question. Parce que quand on nomme cette donnée-là, on pourrait avancer, certains pourraient avancer que les hommes peut-être délaissent les études postsecondaires parce que le milieu ne répond pas ou ne répond plus à leurs besoins ou à leurs aspirations. Donc, est-ce que c'est une piste d'explication, mais est-ce que ça ne serait pas possible aussi, entre autres, de dire qu'ils ont plus tendance à se tourner vers des voies alternatives aux études supérieures parce que les opportunités qui se trouvent hors enseignement supérieur sont plus intéressantes pour eux que pour les femmes, par exemple. Puis, je vous invite à regarder, entre autres, un article du Devoir, pas plus tard que ce matin, là, qui rapportait la forte demande des travailleurs dans certains secteurs qui requièrent évidemment peu de scolarité, mais qui sont très bien rémunérés, puis où il y a une pénurie de main-d'œuvre et donc une surenchère, comme celui de la construction. Bien, ça aussi, ce sont des milieux où les opportunités sont quand même assez différentes pour les hommes et les femmes, puis qui peut peut-être expliquer les différences de performance, d'accessibilité ou de possibilités de diplomation, de persévérance en enseignement supérieur qui sont différenciées pour les hommes et les femmes. Donc, voilà, je pense que je suis rentrée dans mon 5 minutes. J'ai terminé. Merci, Julie. Autour de Nathalie, maintenant, Nathalie Chabot, depuis plusieurs années, elle a été professionnelle de recherche
au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire. Et puis, depuis 2014, elle fait partie de l'équipe de la CSQ, de la centrale donc des syndicats du Québec, où elle est responsable des dossiers d'éducation. Alors, à toi, Nathalie, pour tes commentaires. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci à Xavier et Pierre pour leur présentation, puis à toute l'équipe du bulletin qui a travaillé très fort, puis qui nous livre là, des informations importantes. J'ai trouvé très intéressantes les interventions de Julie que j'appuie d'emblée. Alors, moi, je ferai 2 remarques. Je vais essayer d'être très bref parce qu'on a une période de questions aussi, puis le temps passe. Ma première remarque, elle porte sur les deux grands constats du bulletin, puis ça rejoint en partie là, ce que Julie a dit. Donc, le premier constat est la tendance égalisatrice observée en matière d'accès au collégial qui ne semble pas se refléter dans le taux de diplomation. Autrement dit, on donne la chance à plus de personnes en leur donnant l'accès, mais plusieurs y vivent des échecs. Donc, maintenant, c'est une donnée importante, mais comment donner du sens à ce constat-là? Il faut collectivement mieux comprendre, dans le fond, l'expérience de cet échec des étudiants au collégial, où sont leurs besoins pour savoir comment les aider. Et là, Julie a évoqué les travaux qui se font à l'Observatoire déjà sur cette question-là pour savoir quels sont les obstacles rencontrés. Alors, je pense que ça, c'est très important là, de poursuivre parce que c'est de ça qu'il est question. Le but, en documentant l'accès, la réussite au collégial, ça ne se limite pas à nous fournir des indications sur la performance d'un réseau, du réseau collégial, mais plus à nous aider à voir comment aider les étudiants pour qu'ils se rendent au bout de leur parcours. Donc, en documentant cette expérience-là, on évaluera mieux quelles politiques mettre en place, quelles mesures mettre en place dans les établissements. Xavier et Julie ont parlé aussi de l'importance de documenter les transitions, mais j'ajouterais aussi agir durant le parcours, c'est essentiel, agir durant les transitions aussi, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aussi aller agir en amont, ce qui m'amène au second constat que je retiens, qui est que l'origine sociale exerce toujours une influence sur l'accès au collégial, du moins pour le programme préuniversitaire. Donc, ce que le bulletin nous apprend à ce chapitre-là, c'est qu'il faut sans doute travailler aussi sur l'amélioration du filet social, de sécurité sociale et économique des familles à situation précaire. Autrement dit, il faut agir dès les premières années de vie pour aussi aller contrer les inégalités à la source. Donc, ces constats-là qui sont faits par le bulletin, au-delà des données, nous indiquent l'importance d'agir en amont et durant les parcours. Ma deuxième remarque, elle est plus générale, puis je triche même un petit peu parce que c'est un constat qui est périphérique, disons, aux résultats présentés par le bulletin. Mais vous l'avez évoqué, puis on le lit aussi dans le rapport, que ça a été un défi de faire ces analyses-là. C'est revenu souvent, puis on voit que l'équipe du bulletin a rencontré des obstacles pour obtenir des données. L'accès a été difficile, puis certaines données importantes sont même inexistantes. Ce n'est pas la première fois, on le sait, on les connaît, ces difficultés-là, mais à la lecture du bulletin, j'ai été frappée à quel point c'est contradictoire avec l'objectif d'égalité des chances que le Québec s'est donné lors de la réforme parents. On aurait pu penser à ce que ces informations-là sur les inégalités soient parmi les plus accessibles, les plus riches, les plus utilisées, celles qui se seraient le plus développées, mais force est constater que non. Et au fond, ça nous fait réaliser à quel point l'enjeu de l'égalité des chances en éducation, il n'est plus au cœur des préoccupations. Si je fais un parallèle avec le secteur scolaire, là, qui est celui que je connais le mieux, au fil des années, les décisions politiques, les énergies, l'attention a été tournée beaucoup plus vers des questions de structure, de gouvernance, d'évaluation de la performance du réseau. Puis les questions de défavorisation, de déterminants sociaux de la réussite ont clairement été négligées. Donc, je salue les efforts de l'équipe du bulletin de créer de nouveaux indicateurs et ça démontre toute la pertinence là, de poursuivre ce travail. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse passer à l'autre section.
Merci infiniment, Nathalie et Julie, pour vos commentaires. Il nous reste 10 minutes, donc ça va être bref. Mais c'est des questions. Julie et Nathalie, peut-être en commençant par Julie, des questions et peut-être même des colles pour Pierre et Xavier. Ça va se terminer avec ça. Alors, à toi la parole, Julie. Ben, je vais me lancer, puis je vais en fait rebondir sur le dernier élément dont vient de parler Nathalie pour une question justement sur ces données-là où la difficulté est de les obtenir ou de juste qu'elles aient été colligées. Donc, effectivement, dans le bulletin, vous avez présenté des nouveaux indicateurs en fonction de l'origine sociale, du genre, mais comme le disait Nathalie, là, vous indiquez à certaines reprises, plusieurs reprises en fait, que certains indicateurs sont manquants ou en tout cas qu'on aurait besoin davantage de données, évidemment, pour avoir une analyse efficace de tout ça. Donc, j'aimerais ça que vous commentiez peut-être davantage sur l'impact du manque de données, sur votre capacité justement d'analyser l'égalité des chances en éducation. Quelles sont les données qui vous ont fait défaut ou que vous auriez souhaité obtenir, considérant les difficultés. Puis peut-être quels autres indicateurs avec lesquels vous souhaiteriez travailler si on avait à prioriser, en fait, lesquels seraient à prioriser? Donc, Pierre et Xavier, allez-y, je vous donne 4 minutes pour ensuite avoir une question de Nathalie. Je vais commencer. Écoutez, je vais être gentil au niveau de l'accès aux données. Disons que ça ressemble à un capharnaüm. Pour le moment, l'accès aux données ressemble à un capharnaüm, d'une part, ou un labyrinthe dans lequel il faut voyager et poursuivre pour trouver en quelque sorte des données existantes quand elles ne sont pas rendues publiques. À ce niveau-là, je dirais que par rapport à l'accès aux données, je dirais que ce n'est pas uniquement un enjeu lié entre objectifs poursuivis à travers l'éducation, peu importe l'ordre d'enseignement dans lequel on est, et l'accès aux données, je dirais, c'est la cohérence de l'action gouvernementale en cette matière-là et la cohérence aussi du niveau de ressources nécessaires pour assurer un accès aux données plus facile et plus large. Notre expérience à ce niveau-là nous montre qu'il y a des données qui existent et au fur et à mesure qu'on travaille avec des gens puis qu'on est en contact avec différents acteurs des ministères puis des ordres d'enseignement, on s'aperçoit effectivement qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire s'il y avait un peu plus de ressources. Donc, à ce niveau-là, c'est important. Le deuxième élément, toujours un peu à ce niveau-là, je voudrais revenir sur un des aspects importants parce que c'est d'associer de façon plus systématique les questions de conditions d'études et les conditions d'accès au marché du travail versus la poursuite des études. D'une part, c'est important de travailler sur les transitions puis sur les parcours. Xavier va probablement revenir sur cette idée-là. Je suis d'emblée favorable à cela. Mais il faut, par exemple, dans le cas de la remarque de Julie sur la question des différences d'accès et de diplomation entre les hommes et les femmes, c'est clair qu'en quelque part, que si on reste uniquement au milieu éducatif et qu'on ne tient pas compte des modes d'accès aux emplois dans la société, on ne comprendra pas, d'une part, la situation des différences entre les hommes et les femmes.
le rôle du diplôme dans l'accès aux emplois, le rôle des emplois intéressants et de la division genrée du travail et d'accès aux emplois, on pourra pas comprendre et on va avoir une vision, on risque d'avoir une vision, par exemple, de la formation professionnelle, qui est une vision qui montre que la formation professionnelle est un cul-de-sac, alors qu'au contraire, elle peut être, et elle est pour plein de jeunes et de moins jeunes, une source de réussite scolaire et de réussite professionnelle. Et dans ce sens-là, ça devient important de travailler sur les intersections entre éducation et les autres sphères de la vie sociale. Merci, Je vais Pierre. arrêter là. Oui, j'aimerais donner la chance à Nathalie de poser sa question, sa colle. Oui, alors bien l'un des objectifs de la mise en place des cégeps était d'offrir un accès géographique plus étendu aux études postsecondaires en favorisant la proximité. D'emblée, la création des cégeps en région a contribué à cet objectif-là. Mais dans vos analyses, on ne retrouve pas de portrait par région. Vous avez dit tantôt, par contre, que c'est une piste que vous souhaitez explorer, mais actuellement, est-ce qu'on peut penser que l'accès et la diplomation en fonction du revenu et du niveau d'éducation des parents, pourrait être différente d'une région à l'autre, d'une part. Et autre question à ce sujet-là, est-ce qu'on peut craindre des reculs dans les taux d'accès au cégep pour les populations des régions dans l'avenir? Puis si oui, quelles pourraient être les raisons? Peut-être que je peux intervenir là-dessus. C'est ça. Évidemment, pour cette première édition-là du bulletin qui inclut les indicateurs sur les taux d'accès différenciés en fonction de l'origine sociale, on voulait prendre le temps de vraiment valider ces indicateurs-là avant de faire des analyses plus désagrégées. Donc, on n'a pas eu l'occasion de désagréger en fonction de la région, mais c'est définitivement quelque chose qu'on veut faire, notamment parce qu'on sait, il y a deux choses qu'on sait là, sur la base de la littérature qui existe là, sur les inégalités en éducation. Premièrement, la proximité à une institution d'enseignement postsecondaire est un déterminant extrêmement important de l'accès. Donc, ça, c'est montré dans toute une série d'études au Canada, aux États-Unis. Et donc, on s'attend à avoir des différences importantes dans les taux d'accès au collégial et à l'université en fonction de la proximité d'une institution dans une région. Puis c'est pour ça aussi qu'on a reçu, donc la publication du bulletin a fait l'objet d'une couverture médiatique assez importante chez les médias de région, pour qui ça montre l'intérêt de cet enjeu-là en région. Donc, Pierre et moi, on a fait beaucoup d'interventions sur ces thèmes-là. Puis il y avait des questions autour de, justement, de cette question-là d'inégalité d'accès en région en particulier. Donc, c'est sûr qu'on va chercher à documenter ça dans l'avenir. Deuxième chose qu'on peut mentionner, dans une étude que j'ai réalisée avec deux autres collègues qui a été publiée l'année passée, on a montré que la mobilité géographique joue un rôle très important pour les jeunes à faible revenu qui ont grandi en région, dans leur mobilité vers le haut. Donc, les jeunes qui ont grandi dans des familles défavorisées en région et qui finissent par obtenir un revenu relativement élevé tendent à être ceux qui ont déménagé quand ils étaient jeunes. Donc, dans cette étude-là, on n'a pas eu le temps de creuser encore les raisons pour lesquelles les jeunes auraient déménagé, mais dans beaucoup de cas, la mobilité géographique qu'on observe, c'est dans la jeune vingtaine, donc autour d'un moment où les jeunes vont aller rentrer à l'université. Donc, je pense que ça donne un peu de contexte, puis on espère pouvoir explorer ça à l'avenir. Et donc, peut-être que je vais conclure mon intervention ici, là, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc, merci beaucoup pour cette intervention-là. Merci beaucoup, Xavier. Mais écoutez, il nous reste 1 minute, le temps de remercier, un grand merci à nos panélistes pour ce tour d'horizon et ces échanges stimulants. Je remercie notre équipe des communications, Maëlie, Marianne et Julia, qui a rendu possible ce webinaire. Et je vous remercie, vous, les participants et participantes, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à visiter la page web de l'Observatoire pour en apprendre davantage sur le bulletin, mais aussi sur l'ensemble de nos publications assez variées. Si vous souhaitez être tenu au courant des événements de l'Observatoire, inscrivez-vous à notre infolettre. Et si vous souhaitez vous impliquer auprès de l'Observatoire, c'est également possible.
comme on le voit à l'écran, de devenir membre bénévole ou encore de faire un don, puisque l'Observatoire est un organisme de charité enregistré. Alors, merci encore à tout le monde et à bientôt.